Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Eric et je suis votre animateur pour la présentation d'aujourd'hui dans le cadre du programme Adopter un navire 2025, parrainé par nos amis chez l'Incroyable Garde côtière canadienne. Nous sommes ravis d'être de retour pour la 5e année de ce programme qui vous donne un aperçu approfondi des carrières et des possibilités d'éducation au sein de la garde côtière et de pêche et océan Canada. L'objectif de ce programme est de mettre en évidence toutes les informations dont vous avez besoin pour envisager de rejoindre l'industrie maritime canadienne. Pour tous les enseignants qui nous écoutent, n'hésitez pas à laisser un message dans le chat pour nous dire d'où vous et vos élèves vous connectez aujourd'hui et ajoutez vos questions à tout moment. Et pour les élèves qui regardent, assurez-vous de prendre note de vos questions et de rester avec nous jusqu'à la fin, car nous avons prévu une séance de questions-réponses. Maintenant, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter notre invité spécial d'aujourd'hui, commandant Marty Robitaille, qui travaille avec l'unité des aéroglisseurs de Trois-Rivières au sein de la garde côtière canadienne. Bonjour Marty, c'est un plaisir de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Un plaisir et un honneur d'être avec vous également. Donc, nous sommes très heureux de vous parler aujourd'hui et nous avons hâte d'en savoir plus sur vos expériences au sein de la garde côtière canadienne. Pourriez-vous commencer juste par décrire un peu de plus en détail votre rôle ou vos rôles en tant que commandante et capitaine? Oui, en fait, je porte 2 chapeaux. Je suis un des capitaines à l'unité des aéroglisseurs, puis je suis également le commandant de l'unité. Les 2 responsabilités se ressemblent beaucoup, juste à différents niveaux de supervision. Donc, un capitaine, que ce soit sur un aéroglisseur ou sur un navire, c'est la personne qui est responsable de tout, qui est responsable de prendre des décisions, qui est responsable principalement de la sécurité de son navire, mais surtout de la sécurité de son équipage. J'aime dire que le premier travail d'un capitaine, c'est il y a des membres d'équipage qui embarquent avec nous lorsqu'on embarque sur le navire, puis notre travail, c'est de s'assurer qu'ils reviennent tous à bon port, puis qu'ils puissent débarquer du navire pour retourner chez eux par la suite. OK, mais fascinant d'entendre toutes ces responsabilités. Avez-vous toujours su que vous vouliez travailler comme membre de l'unité? Et avez-vous eu d'autres postes avec le GCC? En fait, ma carrière, autant à la garde côtière que à l'unité des aéroglisseurs, il n'y avait rien de planifié. Moi, il y a 2 façons principalement d'avoir une carrière maritime au Canada comme officier de navigation. On peut passer par soit le Collège de la garde côtière ou par une école civile, que ce soit l'Institut maritime de Rimouski dans mon cas, ou les écoles Memorial qui sont à Terre-Neuve, Georgian College en Ontario, BCIT en Colombie-Britannique. Donc, moi, j'ai navigué, j'ai fait l'Institut maritime, j'ai navigué à l'international dans la marine marchande, les gros paquebots, les navires de cargo qu'on peut voir, autant à l'international qu'en eau domestique au Canada, sur la côte est américaine. Puis par une petite twist, une petite balle courbe du hasard, je me suis retrouvé pendant 1 mois à aller faire un remplacement sur un brise-glace à la garde côtière il y a déjà 16 ans de ça. Puis c'était un petit contrat d'1 mois, je retournais sur mon navire et alors que j'étais à bord, la garde côtière m'a proposé de joindre les rangs de l'unité des aéroglisseurs parce que c'était près de mon domicile. Puis j'ai dit, bon, on va essayer, c'est quelque chose de différent. Les aéroglisseurs, ce sont des navires, ce ne sont pas des navires conventionnels comme tout le monde a une image de navire en tête. Fait que je dis, bon, on va aller essayer ça, ça a l'air particulier, ça a l'air spécial. Puis, longue histoire courte, j'ai jamais quitté à partir de ce moment-là.
Oui, ben c'est ouais, un chemin pas mal unique, très intéressant. Alors maintenant, en parlant de vos activités quotidiennes, à quoi ressemble une journée typique pour vous? Comme travaillez-vous principalement de manière indépendante ou êtes-vous souvent en équipe? Ah, je vous dirais qu'en règle générale, sur un navire, il n'y a personne qui travaille de façon indépendante parce que c'est un milieu dynamique, ça bouge toujours. Il y a toujours de la vie à bord. Donc, c'est impossible puis de travailler de façon isolée. Puis, de toute façon, ça ne serait pas productif et à la limite, ça ne serait même pas sécuritaire. Fait que, je travaille, le matin, je vais arriver, je vais travailler avec mon équipe de pont, avec qui mes premiers officiers, mes matelots, mes maîtres d'équipage. Je vais travailler également avec mon équipe mécanique, mon chef mécanicien, ses mécaniciens. Puis, je vais travailler avec mes collègues d'arrière-côtière dans d'autres départements, que ce soit au centre des opérations régionales. Eux, c'est un peu le centre d'appel ou le centre nerveux qui vont faire le lien avec les différentes entités. Je vais travailler avec mes collègues des différents programmes également de la garde côtière, que ce soit recherche sauvetage, les programmes de déglaçage, les programmes d'intervention environnementale. Donc, tous les travaux, toutes les tâches qui nous sont assignées, mais c'est toujours un travail d'équipe. On ne serait pas capable, puis il n'y aurait pas de but d'opérer seulement juste dans notre monde, dans une petite bulle isolée. Donc, on travaille toujours en équipe. Puis dans une équipe, chaque membre a des forces, des faiblesses. C'est ça qui fait que la force de la garde côtière. Il y a des missions qui vont nous assigner à nous, les aéroglisseurs, parce qu'on est le meilleur membre de l'équipe de la garde côtière pour faire ce travail-là, mais on ne peut pas le faire tout seul. Fait qu'on va le travailler en collaboration avec un brise-glace conventionnel ou un autre baliseur ou des choses comme ça. OK. Très bon. Ben, maintenant, j'aimerais peut-être comprendre un peu mieux les aéroglisseurs eux-mêmes. Comme en regardant ces superbes photos des aéroglisseurs, à quoi servent-ils principalement et pourquoi sont-ils meilleurs dans certains cas que les bateaux? L'unité des aéroglisseurs, on a 2 aéroglisseurs au Québec. Il y en a 2 à Vancouver. Les 2 aéroglisseurs de l'unité des Trois-Rivières, il y a 3 missions principales auxquelles on va être assigné au courant de l'année. On travaille 12 mois par année. Il y a les missions de balisage, c'est-à-dire tout ce qui est la pose, l'entretien, l'enlèvement des aides à la navigation, les bouées de navigation, les bouées, là, si vous allez sur l'eau, des fois les bouées vertes, les bouées rouges, ou tous les types de bouées, que ce soit des bouées commerciales ou des bouées de plaisance. Ensuite, il va y avoir le volet déglaçage, prévention des inondations. C'est la mission là, qu'on débute ces jours-ci avec l'arrivée bientôt du printemps. On aime dire qu'on ouvre les portes un peu pour que le beau temps revienne et que la chaleur revienne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller casser la glace de façon préventive sur le fleuve Saint-Laurent pour créer un peu des débarques, ce que la nature ferait par elle-même. Mais une débarque, c'est des grands morceaux de glace qui vont partir, qui vont suivre le courant pour se diriger vers la mer. Fait que nous, on va casser la glace, on va forcer le cassage, libérer tranquillement de la glace, s'assurer qu'elle circule bien. Puis on va remonter comme ça le long du Saint-Laurent jusque sur le lac Saint-Louis. Puis ensuite, ce que ça va faire, ça va dégager l'embouchure de différentes rivières. Puis, une fois que l'embouchure des rivières est déglacée, nous, on va monter avec l'aéroglisseur, puis on va aller casser la glace dans ces rivières-là pour prévenir des embarques, pour prévenir des barrières de glace qui pourraient se faire si toute la rivière, toute la glace se laissait aller en même temps, mais ça peut faire comme un barrage, un peu comme un barrage de castor. Ça va venir bloquer complètement la voie d'eau. Puis, le résultat de ça, c'est que les citoyens, les riverains, ils sont inondés. Fait que nous, avec les aéroglisseurs, on va aller casser la glace. Un peu le même principe que quand on a le chenal, que dans le fleuve Saint-Laurent, mais à plus petite échelle. Puis on va s'assurer que les rivières se libèrent bien de leur glace sans créer de problématiques. Puis comme ça, tous les riverains, leur sous-sol est sauf, puis c'est une inquiétude de moins sur leurs épaules. Ensuite, la troisième mission principale qu'on va avoir, c'est une mission qui est commune, je vous dirais, à tous les navires de la garde côtière, c'est la recherche et sauvetage. Donc, si vous avez des plaisanciers ou des navires marchands qu'ils peuvent avoir, ça peut être un membre d'équipage qui a des problèmes de santé, qui doit être évacué, qui a été blessé. Ça peut être des embarcations en panne, des embarcations prises
dans le mauvais temps, qui ne sont pas capables de sortir de là, qui sont en danger, mais la garde côtière va dépêcher des unités pour aller porter assistance à ces personnes-là, à ces embarcations-là. Fait que c'est la troisième mission principale qui va être assignée aux aéroglisseurs. Ceci étant dit, on aime dire dans notre équipe qu'on a un peu comme un canif suisse. Si vous avez déjà vu un canif suisse, c'est un genre de petit couteau, mais il y a plein d'outils qui nous permettent de faire plein de choses. Mais les aéroglisseurs, c'est un peu ça. Les aéroglisseurs, on va également participer à des missions d'intervention environnementale. S'il y a des déversements ou des enjeux environnementaux, on n'ira pas faire l'intervention comme telle, mais à cause de la plateforme, à cause de nos capacités de cargaison, de manutention de cargaison, puis de la plus belle spécificité des aéroglisseurs, c'est-à-dire qu'on peut aller à des endroits que les navires conventionnels ne peuvent pas aller parce qu'on n'a pas de coque dans l'eau. On flotte à la surface de l'eau. Je dis on flotte, on vole à la surface de l'eau. Fait qu'on peut aller à des endroits que les autres navires ou que c'est des îles ou des choses comme ça qui sont difficilement atteignables par d'autres moyens de transport. Fait qu'on va emmener le matériel là. On peut voir ça un peu comme un système de taxi, que ce soit pour du matériel ou des personnes. Ensuite, on peut porter assistance, que ce soit au corps policier, aux pompiers. On va faire des exercices parfois avec les Forces armées canadiennes, avec la GRC, l'Agence des douanes. On fait les aéroglisseurs, je vous dirais, pas mal n'importe quoi qu'on nous demande parce qu'on a un niveau d'adaptabilité assez incroyable. Oui, vraiment. Beaucoup de rôles. Ça montre bien l'importance de ces véhicules-là. Très intéressant. Donc, quel type de formation avez-vous dû suivre pour pouvoir piloter les aéroglisseurs ou est-ce que c'est une formation spécifique pour ce véhicule? En fait, tous les pilotes d'aéroglisseurs au Canada, nous sommes tous des officiers de navigation à la base, comme sur n'importe quel autre navire. Notre métier de base, notre qualification de base, c'est d'être des officiers de navigation. Ensuite, pour les aéroglisseurs, il n'y a pas d'école, il n'y a rien de ça. C'est une spécialité qu'on va apprendre en joignant l'unité. Donc, comment ça fonctionne un peu à notre unité? J'en ai un présentement, c'est un gradué du Collège de la garde côtière. Il a gradué il y a quelques années. Il est allé faire quelques années sur les navires, prendre de l'expérience, solidifier les connaissances qu'il a apprises à l'école, les connaissances théoriques, et les mettre en pratique. Puis, lui, c'était un désir depuis très, très longtemps. Je me souviens, il était à l'école, il n'avait pas encore navigué, je pense, sur un navire il envoyait déjà des courriels à l'époque pour dire qu'il voulait venir travailler sur les aéroglisseurs, il nous avait déjà vu en opération, puis c'était quelque chose qui l'intéressait. Donc, après quelques années, il a réussi à faire une demande, puis on avait de la disponibilité, on l'a pris comme apprenti officier. Puis, c'est un peu comme pour les hélicoptères ou dans le monde aéronautique, il y a un certain nombre d'heures aux commandes que l'on doit accumuler. Que ce soit en termes de pilotage ou en termes de navigation. Donc, James, pour ne pas le nommer, il est avec nous là, depuis pas tout à fait 1 an. Puis, il monte ses heures tranquillement. Puis, c'est nous, à l'interne, on a un programme de formation à l'interne. On va lui montrer toute la théorie de base sur le principe des aéroglisseurs, sur la sustentation, la portance dynamique, qui est le vrai terme. Les différences entre un navire conventionnel puis un aéroglisseur, il y a des ressemblances, mais il y a des choses, évidemment, que c'est complètement différent, surtout au niveau de la manœuvre. Puis, tranquillement, comme ça, il prend son expérience, il accumule ses heures, il accumule son expérience, ses connaissances. Il fait de l'étude également pour tout ce qui est plus la théorie, des choses comme ça. Autant sur les aéroglisseurs que sur le type d'aéroglisseur, parce que c'est pas parce que vous pilotez les aéroglisseurs comme les nôtres que vous pouvez piloter tous les aéroglisseurs dans le monde. Chaque aéroglisseur est différent. Donc, lorsqu'il va avoir atteint toutes ses heures, il va aller à Transport Canada, il va aller faire des examens supplémentaires qu'un officier de navigation régulière n'aurait pas à faire. Puis ça va lui donner son brevet de qualification d'aéroglisseur. Puis à partir de ce moment-là, il va pouvoir occuper le poste de premier officier, d'officier pilote d'aéroglisseur. Après un certain nombre d'heures après ça, il va pouvoir aller chercher son brevet de capitaine.
puis éventuellement devenir capitaine sur les aéroxers également. Fait que c'est un processus, lorsqu'on joint l'unité, en moyenne, on parle environ d'1 an et demi avant d'avoir accumulé suffisamment d'heures pour pouvoir se présenter à Transport Canada pour aller faire ses examens pour l'obtention du brevet d'aéroglisseur. OK. Bon, ben, merci pour cette information. Très utile. Alors, en parlant de votre travail encore, quelle a été votre peut-être expérience la plus mémorable ou la plus passionnante lors de vos recherches ou de vos travaux de terrain dans le milieu marin? Peut-être parce que c'est la saison, les premiers exemples qui me viennent en tête ou les premiers souvenirs qui me viennent en tête, les moments qui me rendent le plus fier puis de faire mon métier, c'est à ce moment-ci de l'année, que je parlais tantôt, on allait briser la glace dans les rivières pour libérer les glaces, pour éviter les inondations. Ben, c'est quelque chose on voit le résultat concrètement très rapidement. On arrive le matin dans la rivière, elle est couverte de glace. Puis à la fin de la journée, on regarde en arrière, puis on voit le chemin qu'on a parcouru, les distances qu'on a parcourues, comment la glace s'est libérée. Fait que on a un exemple très concret, puis le résultat, on l'a tout de suite. Poser des bouées, des choses comme ça, ben oui, à la fin de la journée, on arrive encore là sur un plan d'eau, il n'y a aucune bouée. À la fin de la journée, on se retourne, puis on voit toutes les bouées. Mais ça reste des bouées. Pour moi, c'est très important, mais ça n'a pas le même impact, ça n'a pas le même effet à la fin de la journée qu'on a libéré une rivière de ses glaces. Puis, comme je mentionnais, on sait que lorsqu'on fait ça, ben, les personnes qui vivent là ont l'esprit tranquille. C'est un stress incroyable de savoir si on va être inondé ou pas. Donc, en prévenant ça, ben, c'est un petit velours. C'est le côté, la petite tape dans le dos des fois qu'on se donne, on a fait un beau travail. Ceci étant dit, ça serait très difficile de ne pas mentionner 99% des cas des missions de recherche sauvetage auxquelles on a été assigné. C'est carrément aller sauver la vie humaine. Des fois, ça peut être juste avec une petite panne de moteur, ça a l'air de rien, mais une panne de moteur qui n'est pas traitée, la personne, elle peut rester là, elle peut passer la nuit, elle peut passer des jours. Bien, la panne de moteur comme telle, ce n'est pas un danger imminent à sa sécurité, mais ça peut le devenir parce que la situation peut juste aller en empirant. Fait que, tous les cas de recherche-sauvetage, une fois qu'ils sont complétés, ben, c'est satisfaisant également parce qu'encore une fois, on sait que la personne qui est en danger ou qui avait besoin d'assistance, elle est de retour sur la terre ferme de façon sécuritaire. Ouais, ben, je comprends. Tu sais, toi, tellement gratifiant de participer à ces missions. J'aimerais aussi savoir, avez-vous remarqué comme des idées fausses courantes concernant les opérations de la garde côtière ou des aéroglisseurs? Bien, je vais parler pour ma paroisse, je vais parler pour l'unité des aéroglisseurs, puis encore une fois, je vais me servir du temps de l'année qu'on est, les opérations de déglaçage, de casser la glace. Il y a certaines conditions qu'il faut qu'ils soient réunies pour que les aéroglisseurs puissent aller casser de la glace. Puis, souvent, on entend des gens ou des questionnements, des personnes qui veulent savoir pourquoi on ne va pas casser la glace à tel endroit, tel endroit. On voit la photo, c'est un bel exemple. Il faut qu'il y ait, comme je disais, une sommité ou le fait qu'il y ait plusieurs facteurs qui soient réunis pour qu'on puisse casser de la glace. Ça prend suffisamment d'eau. Faut qu'il y ait plus d'eau que l'épaisseur de glace parce que je vais casser la glace en générant une vague. Donc, si la glace, elle a 50 cm d'épaisseur, puis il y a 30 cm d'eau, mais je ne suis pas capable de générer une vague plus grosse que l'épaisseur de la glace qui va la faire casser. Fait qu'il y a des gens, oui, mais pourquoi vous ne cassez pas la glace là? Pourquoi vous n'allez pas casser la glace là? Ma réponse est qu'on est une machine, on est un navire extrêmement efficace, mais on n'est pas des fabricants de miracles non plus. On n'est pas des magiciens. On aimerait ça, pouvoir des fois être plus efficace, mais il y a des limites opérationnelles. Il y a des limites qu'on n'a pas. Madame Météo, on ne peut pas lui dire ça serait le fun que tu envoies la glace là, que tu envoies le vent là.
J'ai essayé plein de fois de communiquer avec Mme Météo, puis j'ai jamais eu de retour d'appel. Donc, les croyances, c'est ça, c'est qu'on est un peu des fabricants de miracles, puis qu'on peut faire exactement ce que l'on veut. C'est pas toujours la réalité. Là. De l'extérieur, je peux comprendre le point de vue, mais lorsqu'on est assis dans la cabine, puis on est en face d'une rivière, on sait qu'il y a de la glace qui est en embarque, puis qu'on essaie de casser ça, puis on sait que quand on va on va réussir à briser l'embarque, bien, ça va libérer la pression, mais toute cette barrière de glace-là, ce mur de glace-là qu'on va libérer, bien, il s'en vient vers nous. Fait que nous aussi, ensuite, il faut qu'on puisse s'en aller. Fait que c'est toujours de jouer sur la ligne ou d'aller pousser parfois les limites de ce qui est faisable pour nous, tout en restant de se garder un petit coussin de sécurité là, puis de flexibilité. OK. Bon, mais c'est toujours intéressant de démystifier ces idées comme ça. Alors, maintenant, juste en réfléchissant à votre parcours, y a-t-il un moment ou une expérience en particulier qui vous a marqué de façon comme très positive? Qui m'a marqué, ben, je veux dire qui m'a rendu fier, puis je vais essayer de prendre un angle un peu différent de tantôt. Je disais, lorsqu'on brisait les rivières, tout ça, c'était un moment qu'on sentait la gratitude ou qu'on était heureux de notre travail et fier de notre travail. Un moment qui m'a rendu fier également, c'est qu'il y a quelques années, il y a peut-être 10 ou 12 ans de ça, bizarrement, on est encore environ dans ces mois-ci, on brisait de la glace sur la péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, dans le secteur de Caraquette, Chipagan et ce coin-là. Puis, on a eu l'opportunité de faire un peu une visite avec une école sur place. On a emmené quelques étudiants à bord d'Aéroxor, leur faire visiter et tout. Puis, des années plus tard, il y a une élève aussi qui était une étudiante au collège de la Garde-Côtière qui est venue, qui a fait une demande. Lorsqu'on est au collège, que ce soit à l'école maritime civile à Rimouski ou au collège, durant notre période à l'école, on doit aller faire des stages sur les navires pour mettre en pratique ce qu'on apprend à l'école. Puis, il est arrivé une demoiselle, Audrey, encore là pour ne pas la nommer, qui a fait une demande pour venir aux aéroglisseurs. Fait que, on regarde les disponibilités et tout, ça se faisait. Puis, une fois qu'elle est arrivée, on discute avec, puis d'où vient ton intérêt de venir sur les aéroglisseurs et tout. Elle dit, ben, il y a quelques années, j'étais à mon école chez moi à Chipagan, puis on a visité un aéroglisseur qui venait casser la glace, puis elle dit, ça m'a donné la piqûre d'en connaître plus sur la garde côtière. Fait qu'elle dit, j'ai fait des recherches, j'ai appris l'existence du collège, je me suis inscrit, j'ai fait mes années, puis elle dit, je voulais venir voir puis travailler au sein de l'unité qui m'avait, à l'origine, là, peut-être une dizaine d'années, donné le goût d'en apprendre là-dessus. Fait qu'elle bouclait un peu la boucle. Fait que c'était bien parce que je me rappelais de cette journée-là qu'on avait accueilli des étudiants à bord, puis de voir des années plus tard une personne qui était là, que cet après-midi-là, on parle de quelques heures à peine, ça l'a marqué à un point qu'elle a décidé d'en faire une carrière, puis elle était de retour à bord du même aéroglisseur. Je trouvais ça beau. Ouais, très beau, ouais. Très inspirant. Ouais, c'est parfait. Merci d'avoir partagé cela. Alors, ben, pour peut-être presque le même sujet, mais pour les jeunes qui nous écoutent et qui peut-être envisagent une carrière dans l'industrie maritime, avez-vous des conseils pour ceux qui voudraient se lancer dans des métiers comme le vôtre ou juste comme dans la recherche et le sauvetage? Ben, c'est une réponse un peu cliché que je vais donner, mais c'est peu importe que ce soit pour ce métier ou que ce soit n'importe quel autre métier, c'est juste d'être passionné par ce que vous faites, de vous engager à fond, de ne pas calculer le nombre d'heures, le nombre de minutes que vous investissez, parce que c'est dur de voir au jour le jour ce que ça va nous donner, mais sur le long terme, c'est incroyable
ce que ça va vous redonner comme expérience, puis de s'investir, d'être passionné, puis si vous trouvez un métier, puis si c'est la garde côtière, si c'est le milieu maritime qui vous passionne, mais chaque fois que vous allez au travail, ça ne sera pas un travail. Ça va juste être du plaisir parce que vous allez exercer votre passion. Fait que, ça demeure un travail. Il y a rien de parfait dans la vie. Il y a toujours des parts d'une activité, que ce soit un travail, que ce soit un sport, que ce soit peu importe ce que vous faites, qui sont moins plaisants à faire. Mais si vous arrivez à trouver ou à choisir un métier que la majorité du temps, vous êtes heureux de le faire, puis c'est pas une charge, c'est pas demandant pour vous, ben vous n'avez jamais vraiment l'impression de travailler. Vous allez juste faire ce que vous aimez. Puis en plus, ben, ça va vous donner un salaire, ça va vous permettre de vivre votre vie, puis de peut-être de vivre d'autres passions en même temps. Fait que c'est le meilleur conseil, je pense. Puis après ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est de trouver quelque chose qui vous fait. Puis, en fait, je vais donner un deuxième conseil. Oui. N'ayez pas peur de faire des erreurs, puis ne voyez pas des échecs comme étant la fin ou quelque chose de négatif. Moi, je dis toujours, puis moi, je veux faire des erreurs à tous les jours, puis je veux avoir des échecs. Je veux continuer à avoir des échecs parce que chaque fois que j'ai un échec, chaque fois que j'expérimente ou je veux un échec, chaque fois que je fais une erreur, pour moi, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que j'avais pas les bons outils, j'avais pas assez de connaissances, j'avais mal évalué une situation. Faire un échec, échouer quelque chose, faire des erreurs, c'est pas quelque chose de négatif. Il suffit juste de changer des fois notre vision de la situation, puis d'aller chercher le maximum de données ou d'expérience que ça va vous donner. Quelqu'un qui fait jamais rien fait jamais d'erreur, mais quelqu'un qui fait jamais rien n'apprend jamais rien non plus. Donc, c'est une mauvaise traduction, c'est un anglicisme, mais embrassez un peu vos erreurs parce que c'est vos erreurs et vos échecs qui vont vous permettre d'avancer dans la vie. Pas juste les succès. Les succès, c'est le résultat. Mais c'est les échecs et les erreurs qui vont vous permettre d'avancer, d'apprendre, de vous remettre en question, puis d'approfondir vos connaissances puis vos expériences. Mais bon, je suis d'accord, ouais. Ce sont des excellents conseils. Merci beaucoup. D'accord. Ben, je pense que c'est le temps maintenant pour des questions-réponses. Donc, je vais juste voir le chat. Je pense qu'on a quelques questions ici. Pas beaucoup de temps, donc je vais choisir cette question-là. Comment les conditions météorologiques telles que la glace, le brouillard ou les vents violents impactent-elles les opérations et la navigation des aéroglisseurs? Je vais dire très similaire à ce que les navires conventionnels vont être impactés. Bon, la visibilité, le brouillard comme tel, à bord des navires, que ce soit un aéroglisseur ou un navire conventionnel, on a les radars, on a l'équipement qui permet de naviguer quand même dans des conditions de mauvaise visibilité. Puis la mauvaise visibilité, c'est pas de la noirceur. L'obscurité, c'est pas une mauvaise condition de météo. Le brouillard va en être une, des tempêtes de neige vont en être une. Mais nos équipements de navigation vont nous permettre quand même de nous diriger. Le vent sur un aéroglisseur, ben, ça va avoir un plus grand impact parce qu'on flotte littéralement sur un coussin d'air. Donc, c'est comme si vous avez une table de air hockey. La rondelle de air hockey, ben, vous pouvez vous imaginer que c'est un aéroglisseur. La différence, c'est que sur une table de air hockey, c'est la table qui donne le coussin d'air, qui fait flotter la rondelle. Mais nous, l'aéroglisseur, c'est nos moteurs qui génèrent le coussin d'air. Donc, si je reviens à la table de air hockey, votre rondelle, elle flotte sur son coussin d'air, vous soufflez dessus, la rondelle, elle va bouger, mais c'est la même chose avec un aéroglisseur. Fait faut toujours avoir en tête, lorsqu'on pilote, lorsqu'on se dirige, lorsqu'on fait des manœuvres, l'impact du vent, la force, la direction, comment ça va venir influencer la manœuvre. Puis, la glace, c'est un peu la même chose. Un navire conventionnel, surtout la garde côtière, les brise-glaces et tout, bien, la coque du navire est faite pour aller briser de la glace à son impact. Un aéroglisseur, puisqu'on doit voler
le bon terme, je le mentionnais tantôt, ça va être en sustentation, d'avoir sur ce petit coussin d'air. Mais notre structure, notre coque est en aluminium, donc c'est pas aussi plus fort ou renforcé que l'acier. Donc, on ne peut pas rentrer dans des blocs de glace comme un navire, comme un brise-glace conventionnel. Fait qu'on doit adapter notre pilotage, nos plans de route, notre planification en fonction des conditions de glace que l'on va observer ou qu'on va avoir comme information sur les cartes de glace des spécialistes. OK, parfait. Très intéressant. Donc, je vois maintenant, je pense que le temps nous amène à la fin de la présentation. Donc, merci pour cette excellente question-là dans le chat. Et un grand merci, Marty, pour votre temps et vos conseils aussi. Donc, je veux juste souhaiter en savoir plus. Désolé. Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme Adopter un navire, veuillez visiter notre site web que j'affiche à l'écran maintenant. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de poser une question ou si vous avez une question plus tard, il existe une formulaire sur le site web où vous pouvez soumettre des questions que nous transmettrons à Marty, à nos présentateurs. Et vous pouvez également accéder aux activités d'apprentissage et aux enregistrements d'événements passés. Donc, merci encore une fois, capitaine, commandant Marty. Merci beaucoup. Et merci à nos partenaires de la Garde côtière canadienne et merci à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois. Merci, bonne journée. Et c'est ça. Salut, bye bye. Bonne journée tout le monde, merci beaucoup. Merci Marty, bye.